Bienvenue dans cette initiation à la haute magie proposée par l'École de Mystère International. Je suis Emma, la petite voix de cette formation, je serai présente pour vous guider et vous accompagner tout au long de votre apprentissage. Gabriel, notre narrateur, ponctuera le cours de quelques précisions mais en premier lieu, je le laisse vous présenter notre formateur, Henri Chemin. Merci Emma. Bonjour à tous, je suis Gabriel. Tout au long de votre cursus je viendrai illustrer les propos d'Henri Chemin. Henri Chemin est né dans une famille passionnée de spiritualité et de philosophie. À 16 ans, il découvre le livre La véritable initiation magique de Franz Bardon qui lui a révélé l'existence d'une forme de magie véritable qui se transmet de génération en génération depuis des temps immémoriaux entre sages. À la suite de cette découverte, il s'est lancé à corps et âme dans la recherche de ses anciennes sagesses, et cela durant plusieurs années. Il a débuté en parallèle deux formes d'études, la lecture des grands noms de l'ésotérisme et de la spiritualité et deuxièmement il a commencé un parcours au sein de plusieurs sociétés initiatiques, la franc-maçonnerie, le rosicrucianisme, les élus Kohan et certains ordres templiers. Hors de cette prise de conscience, il a décidé de fonder en mai 2013 l'École de Mystère International à Paris avec la ferme volonté de proposer un lieu d'enseignement, d'expérimentation et de réflexion sur les sciences ésotériques. Avec objectif primordial d'aborder ces sciences avec le plus grand pragmatisme et sérieux et cela dans la plus grande liberté et indépendance de tout mouvement, religion ou dogme. Au fur et à mesure de ces années, Henri Chemin a enseigné à plusieurs milliers d'étudiants repartis dans le monde francophone. Durant ces périodes de recherche et d'enseignement, il a animé des cours, conférences et diverses activités autour de la spiritualité, le développement personnel et de l'ésotérisme. Il a publié aux éditions Alliance Magique un premier livre en 2020 La haute magie d'Isis et en 2021 un second livre Le miroir magique, traité de haute magie opérative. En parallèle des formations, Henri Chemin exerce en tant qu'énergéticien et clairvoyant. Le temps est venu de lui laisser la parole pour débuter votre cheminement. Bonjour, je suis Henri Chemin, je vais vous guider dans cette initiation. Je vais tâcher de vous transmettre, durant cette année, une véritable initiation à la haute magie dans les règles de l'ésotérisme. Une initiation, pour qu'elle soit véritable, doit être vécue et non étudiée. En effet, il ne s'agit pas d'un cours mais d'un cheminement que je ne pourrai pas emprunter à votre place. Je vais faire tout mon possible pour que vous parveniez en un an à acquérir les notions fondamentales de la haute magie et pour vous proposer un espace d'expérimentation et d'entraînement aux pratiques spirituelles et ésotériques. Toutefois, comme je vous l'ai dit, une initiation est un éveil intime et personnel. Ces mystères ont été partagés entre sages de différentes traditions et cultures du monde dans le plus grand secret depuis les temps anciens. S'ils ont été échangés dans le secret, c'est parce que ces mystères sont d'une redoutable puissance et ils méritent d'être abordés avec le plus grand sérieux et le plus grand respect. J'ai souhaité en premier lieu formuler un avertissement. Si vous cherchez dans cette initiation le pouvoir sur autrui, la richesse ou encore à faire revenir l'amour par la force de la magie alors vous êtes au mauvais endroit. Nous nous opposons formellement à toute pratique qui a pour objectif de contraindre ou nuire à autrui. Nous avons bien suffisamment de choses à faire pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons et qui nous entourent pour ne jamais avoir affaire à une forme quelconque de magie malfaisante. Je profite de cette tribune pour m'adresser à celles et ceux qui œuvrent ainsi. Même vous souhaiteriez faire usage de la magie pour des œuvres mauvaises, vous ne feriez que vous accabler vous-même, vos proches et votre vie de malheurs nombreux. Si vous vous êtes enfermé dans la haine et la rancœur, alors vous allez vous attirer à vous ces mêmes choses. La magie fonctionne comme un aimant. Plus vous multiplierez les œuvres positives, plus vous allez attirer à vous ces énergies dans votre vie et sur votre personne. De la même manière, lorsque vous vous enchaînez à des pratiques magiques pour contraindre autrui, pour nuire à autrui et plus vous alimenterez l'énergie que vous passez votre temps à émettre. Ainsi, même si vous considérez comme acceptable de nuire aux autres, eh bien vous ne gagnerez rien à exprimer vos basses énergies qui sans nul doute formeront un aimant en vous à ces énergies nauséabondes. Il n'y a aucun intérêt à œuvrer dans ce que l'on appelle naïvement la magie noire. Nous pourrons aisément considérer que celles et ceux qui font usage de cette sorte de magie sont bien plus des amateurs qui n'ont rien compris au fonctionnement de la magie. Croyant agir contre leurs ennemis, ils agissent contre eux-mêmes. Si je vous exhorte à ne jamais en faire usage, ce n'est pas par gentillesse ou naïveté mais avant tout pour vous prévenir que vous en serez le premier perdant.
Ces nombreuses années d'enseignement m'ont permis de voir que l'immense majorité de celles et ceux qui souhaitent s'initier ont des volontés bien plus nobles que celles que je viens de décrire et j'en suis heureux. Nous allons à présent débuter cette initiation. Formation initiation de l'école de mystère international. En 2023 l'école fête ses 10 ans. Pour cette occasion nous avons voulu repenser à nos formations. L'école a 3 objectifs qu'elle ne cesse de défendre depuis ses débuts. Rendre accessibles les sciences ésotériques véritables au plus grand nombre. Proposer un enseignement non dogmatique qui respecte ces 3 points, objectivité, qualité et éthique. Demeurer indépendant de tout mouvement, religion ou cercles initiatiques. Nous souhaitons pour ces 10 ans ajouter un objectif, l'ésotérisme accessible financièrement à toutes les bourses. C'est dans le respect de ces 4 objectifs que nous avons pensé à la formation, initiation à la magie. C'est pour vous proposer un cursus complet qui va vous permettre de pouvoir vous initier à l'art ancestral de la haute magie. Cette formation va se faire sur une année. Vous allez recevoir un nouveau cours chaque semaine. À présent débutons le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui est dédié aux principes fondamentaux de la magie afin d'identifier aisément ce qui rend une pratique magique efficace ou non. Qu'est-ce que la magie ? Nous pouvons définir la magie comme étant l'ensemble des processus visibles et invisibles qui constituent la trame subtile de l'existence. L'étude de la magie n'est pas une œuvre étrange mais simplement la recherche de compréhension du fonctionnement de notre monde. Que nous connaissons, pratiquons ou réfutons totalement la magie. Celle-ci continue d'œuvrer. Celui qui est initié à la magie, n'obtient pas de super pouvoir ou devient supérieur à autrui. Il devient simplement acteur, il n'est plus un simple spectateur de sa propre vie. Imaginez-vous, un cuisinier amateur et un cuisinier expérimenté, s'il est scrupuleux l'amateur pourra suivre des recettes et obtenir des résultats éblouissants tandis que l'expérimenté comprendra pourquoi la recette est ainsi établie, il va savoir quelles sont les saveurs qui se mélangent bien ou non, ce savoir va lui permettre de constituer ses propres assemblages. De cette manière de faire, il pourra faire des découvertes. Si vous ne faites qu'appliquer la recette alors, certes votre vie sera peut-être douce et agréable mais elle ne restera que subie tandis que si vous comprenez le fonctionnement, les limites ne seront déterminées que par celles de votre esprit. Le mage cherche à comprendre les différents processus du monde qui l'entoure et qui le compose. Par le biais de cette connaissance, il parvient peu à peu à maîtriser et à construire sa vie comme il l'entend. Les 4 formes de magie. Nous vous proposons ici une nomenclature qui va vous permettre de vous retrouver dans les différentes sortes de magie. La nomenclature varie selon les auteurs et mouvements mais celle que nous vous proposons semble être plébiscitée par la plupart. Nous pouvons donc considérer qu'il existe 4 grandes catégories de magie dans lesquelles des sous-catégories existent mais que nous découvrirons par la suite. La sorcellerie. Naturelle. Bien loin de l'image négative qu'on a véhiculée autour de cette forme de magie, c'est au contraire la forme la plus naturelle et commune. Le chamanisme, la magie des plantes ou encore la magie élémentale sont des domaines de la sorcellerie. Ce qui définit une forme de magie est la source d'où elle tire son pouvoir. En l'occurrence, la magie naturelle prend sa force dans toutes les forces horizontales de notre existence, la nature, les forces visibles et invisibles présentes dans le monde matériel telles, les esprits des éléments, salamandres, ondines, sylphes et gnomes, la puissance d'un volcan ou encore les forces telluriques présentes dans une forêt. Ainsi la plupart des magies ancestrales issues des peuples natifs, font usage de cette forme de magie. La magie naturelle a pour intérêt principal de pouvoir être pratiquée par des personnes sans expérience ou n'ayant pas encore pu effectuer un travail de développement intérieur, égaux, tout en ayant tout de même d'excellents résultats. Cependant, la magie naturelle a pour désavantage d'être une forme relativement complexe fonctionnant comme des recettes, A plus B plus C égale D. Et pour être en accord avec les aspects planétaires. Ces règles précises peuvent la rendre relativement complexe. La magie. La seconde forme de pratique se nomme simplement la magie. Celle-ci tire son pouvoir des forces spirituelles, entendons ici les forces des esprits. Les pratiques s'y associant sont alors bien plus délicates voire dangereuses si l'on est inexpérimenté. C'est pour cela que nous n'en traiterons presque pas dans cette formation. Car elle nécessite déjà une certaine maîtrise de l'art magique pour espérer d'obtenir des résultats sans dommage. C'est la forme de magie la plus en usage par les personnes malveillantes qui proposent des services de magie pour des retours d'affection, ou encore obtenir la bonne fortune. Nous ne sommes, personnellement,
pas très favorable à l'usage de cette magie qui demande souvent de s'engager auprès de forces et d'énergies extérieures. Nous en profitons pour aborder un élément absolument fondamental. La magie noire et la magie blanche sont des mythes populaires. Il n'existe pas, à proprement parler, de magie noire avec des rituels précis et malfaisants comme on le croit souvent. Ce qui va déterminer si vous êtes sur une voie d'évolution ou d'involution sont les objectifs que vous servez. Un couteau peut servir à cuisiner ou à faire du mal à autrui. Le couteau en soi, n'est ni positif ni négatif, il est simplement un objet ayant un certain potentiel qui doit être manipulé avec soin. La magie est tout à fait semblable à cet exemple. De nombreux novices ont véhiculé l'idée comme quoi que la magie serait dangereuse et qu'il faudrait s'en méfier. La magie n'est pas plus dangereuse que la vie. J'ai pour habitude de citer cet exemple. Si vous vous baladez dans la rue et que vous commencez à insulter et bousculer un boxeur, alors celui-ci vous agressera peut-être par retour à votre agression. La magie a le même fonctionnement. Si vous œuvrez avec respect, humilité et bonté, alors la magie ne sera pour vous qu'une voie de bonheur. Si vous commencez à utiliser le pouvoir que vous avez gagné dans l'usage de la magie pour servir vos intérêts égoïstes à l'encontre du bien-être d'autrui, alors viendront à vous de nombreux dommages. Encore et toujours, la solution est simple. Soyez positif et bon et vous récolterez ce que vous avez semé. C'est ainsi que quelqu'un qui se considère comme un praticien de magie blanche peut se retrouver à pratiquer ce que l'on appelle de la magie noire sans même s'en rendre compte. Pour conclure, vous devez simplement vous demander avant chaque pratique magique, comme avant chaque décision profane, vais-je nuire à qui que ce soit par cette pratique? Si ce n'est pas le cas, alors libre à vous. La haute magie. Nous voici enfin arrivés à la forme de magie qui nous intéresse le plus et à laquelle est consacrée cette formation et initiation que vous vivez, elle, la haute magie. La haute magie puise sa force de votre propre personne. Ce qui veut dire que pour avoir de l'efficacité dans les rites associés à cette forme de magie, il nous faut œuvrer à notre purification. Nous ne parlons pas ici d'hygiène physique, bien qu'il soit important d'être propre sur tous les plans avant d'œuvrer dans une forme ou une autre de magie. La purification est avant tout intérieure et celle-ci dure le temps d'une existence entière. Voici déjà quelques objectifs de purification intérieure que nous vous proposons de méditer durant la semaine. Accepter ses parts d'ombre, observer ses défauts sans jugement. Être en paix avec autrui, ceux que vous croyez être vos ennemis dans le monde extérieur sont le reflet de vos adversaires intérieurs. Voyez comme au fur et à mesure nous tentons de vous illustrer combien le mal n'est que très rarement issu d'une réflexion malfaisante mais bien plutôt l'expression de la maladresse et de la méconnaissance des lois divines. Les principes du bien et du mal ont été tellement rabâchés, avec parfois maladresse, qu'ils nous semblent presque creux aujourd'hui. Croyant que faire le bien est une sorte de gentillesse naïve, nous ne devons pas œuvrer avec bienveillance seulement pour répondre à des dictats philosophiques, spirituel ou religieux, mais avant tout car le mal est composé de ce qui n'a pas encore évolué, ainsi vous attirerez à vous des forces d'involution et perdrez en pouvoir au fur et à mesure. La haute magie est donc la forme qui nous intéresse le plus car elle nécessite autant d'apprentissage que de développement intérieur. Cette magie est certes plus longue à maîtriser, mais lorsque cela a lieu, alors nous sommes maîtres de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. À l'issue de cette initiation d'1 an, vous serez un mage aguerri. La théurgie. Cette forme de magie est sans nul doute la plus élevée d'entre toutes. Le mot théurgie vient de théos et ergon, soit travailler pour, avec Dieu. Cette magie a pour source de son pouvoir cette énergie de création que l'on nomme parfois Dieu, Allah, Jéhovah ou encore univers. Peu importe le nom que vous lui donniez, nous parlons ici de la force originelle. Cette forme de magie n'en est en réalité pas vraiment une mais plutôt un objectif inatteignable mais qui inspire ceux qui tentent de l'atteindre. La théurgie a pour objectif que nous devenions un outil conscient et libre au service de cette force originelle. C'est une œuvre, bien évidemment réservée aux plus illustres d'entre nous. Et par illustre je ne parle pas de richesse ou de pouvoir mais des plus grands sages que l'histoire a connus, par exemple le Bouddha qui a atteint la béatitude. Si vous souhaitez être théurge, alors il vous faut maîtriser les 3 formes de magie précédentes et vous dédier à œuvrer pour Dieu. Mais comment œuvrer pour Dieu alors même que l'humanité cherche depuis toujours à comprendre qui il est, de quoi il est composé, ses objectifs et en somme absolument tout puisque nous ne savons presque rien de lui. Une des seules notions partagées par l'immense majorité des philosophies, religions, mouvements spirituels et traditions est que ce Dieu serait le créateur de toutes choses. Ainsi, à défaut de pouvoir servir Dieu lui-même, ignorant où il était ce qu'il est, nous pouvons œuvrer pour sa création.
Quel meilleur moyen d'être théurge que de tenter d'aider tout ce qui nous entoure, que ce soit les humains, les végétaux, les animaux et l'ensemble de la création. C'est bien pour cela qu'il m'amuse toujours d'entendre dire combien les gens sont bienveillants et profondément pieux alors qu'ils passent leur temps à repousser les humains ne pensant pas comme eux et à piétiner les végétaux et les animaux comme s'ils ont été créés pour être la propriété jetable de l'homme. Nous allons découvrir la biographie et la lecture de la semaine avec Gabriel. Cette semaine nous tournons nos regards vers František Bardon dit Franz Bardon. Célèbre ésotériste et médecin né le 1er décembre 1909 à Katrin en Autriche, il décède le 10 juillet 1958 d'une pancréatite aiguë à Brno en Tchécoslovaquie. Fils de Victor Bardon, et de Evika Edrodekova, il a vécu selon ses dires à 14 ans une transmutation qui lui donna accès à des dons de voyance et à des capacités intellectuelles non présentes auparavant. Il a fait découvrir sous le prétexte de spectacles de prestidigitation les secrets des sciences ésotériques à des publics nombreux. Après quoi il a aidé les miséreux avec ses connaissances en médecine et ésotérisme et a rédigé 4 livres, Le chemin de la véritable initiation magique, La pratique de la magie évocatoire, La clé de la véritable cabale et Paroles de Maître Arion. Ce de Franz Bardon a des questions posées par ses élèves. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a passé 4 ans dans un camp de concentration. Il a marqué l'histoire de l'ésotérisme en proposant des ouvrages accessibles et compréhensibles vulgarisant les notions ésotériques fondamentales. Le chemin de la véritable initiation magique de Franz Bardon, chapitre 5, L'être humain, 1, le corps physique. L'être humain est le véritable reflet de Dieu car il a été créé à l'image de l'univers. Tout ce qui existe dans cette immensité se retrouve en plus petit dans l'homme. C'est pourquoi ce dernier est désigné par le terme microcosme, par rapport à l'univers qui est appelé le macrocosme. On peut donc dire que l'homme est le miroir de toute la nature et le but des paragraphes suivants consistera à observer ce phénomène, de le décrire et d'apprendre à l'élève comment le maîtriser. Je ne m'étendrai pas ici sur le fonctionnement du corps physique car chacun peut en trouver l'explication dans un ouvrage spécialisé. J'enseignerai seulement ce qu'est l'homme du point de vue de la science hermétique et révélerai comment utiliser cette clé fondamentale qu'est l'action des éléments dans le corps humain. Une maxime connue dit, un esprit sain dans un corps sain, 1. La vérité profonde que ce petit dicton recèle deviendra évidente à chacun grâce à cette étude particulière. À ce titre, on posera certainement la question de savoir ce qu'est véritablement la santé, considérée du point de vue hermétique. Toutes les personnes interrogées ne pourront pas répondre immédiatement car la plupart d'entre elles donneront une explication relative aux problèmes de la santé en se fondant sur une considération essentiellement individuelle. Du point de vue hermétique, la santé est l'harmonie parfaite des forces agissantes dans le corps, eu égard aux propriétés spécifiques des éléments, et pour que s'instaure un état pathologique, une distorsion importante de l'action de ces derniers n'est nullement nécessaire. En effet, un trouble, se caractérisant par un commencement de maladie, révèle déjà une perturbation réelle de l'activité des éléments dans le corps. Beauté, sous toutes ses formes, aussi bien dans l'univers que chez l'homme, constitue une facette de la nature divine. Au fond, la beauté n'est pas ce qui plaît ou paraît sympathique car la sympathie et l'antipathie ne sont que la résultante de l'action réciproque des éléments. Une bonne santé est plutôt un état du corps physique permettant le développement spirituel. Elle en est d'ailleurs une condition très importante. Voulons-nous être bien logés? Nous devons alors aménager harmonieusement notre demeure, notre maison et dans le cas qui nous préoccupe, notre corps. Les éléments ont pour mission d'accomplir dans le corps des fonctions précises, conformément à la loi cosmique, la formation, la conservation et la décomposition. La fonction positive du corps, celle donc qui forme, relève de la polarité positive ou active des éléments. La fonction conservatrice ou équilibrante résulte de l'action de leur polarité médiatrice, celle qui est neutre. La fonction décomposant ou excrétrice est produite par leur polarité négative. Par conséquent, le feu produit, par sa nature positive dont est issu le fluide électrique, l'activité formatrice et expansive du corps, par sa nature négative, il provoque le contraire, la destruction. L'eau produit, par sa nature positive, l'activité formatrice de tous les liquides du corps et par sa nature négative, l'activité décomposant de ces derniers. L'air a pour fonction la régularisation et le maintien de l'équilibre, dans le corps, du fluide électrique issu du feu et du fluide magnétique issu de l'eau. Aussi est-il appelé élément neutre ou médiateur.
Quant à l'élément terre, nous avons précisé qu'il a pour fonction de coordonner l'action des 3 autres éléments. Par sa nature positive, la terre vivifie, fortifie, conserve, etc. Par sa nature négative, elle agit à l'inverse. Cet élément régit également la croissance et le vieillissement du corps. Nous pourrions encore citer de nombreux phénomènes résultant de l'action des éléments dans le corps, mais dès à présent, ces explications sont suffisantes. L'action des éléments, sans doute pour empêcher les abus. Cependant, ils la connaissaient parfaitement bien. Ils divisèrent le corps de l'homme en 3 parties principales et attribuèrent à l'élément feu, la tête, à l'élément eau l'abdomen, à l'air, en tant qu'élément médiateur entre les 2 précédents, la poitrine. On s'aperçoit immédiatement que les initiés estimaient correcte cette division du corps de l'homme car, de fait, le feu est actif dans la tête et l'eau excrétion, l'activité des humeurs, dans l'abdomen. La poitrine est gouvernée par l'air et comme cet élément, elle a un rôle intermédiaire, elle est le siège de la respiration. Enfin, la terre représente, par sa cohésion le corps humain dans son entier, les os, la chair. On se posera maintenant la question de savoir où et de quelle façon l'akasha se manifeste dans le corps physique. En réfléchissant bien, chacun pourra répondre à cette question. L'akasha est véhiculé, sous sa forme la plus dense, par le sang et le sperme ainsi que par le corps éthérique en raison de l'action, dans cette substance, de chacune de ces 2 matières. Ainsi que nous l'avons vu, l'élément igné engendre dans le 1. Le sang et le sperme. Que cette assertion ait pu choquer et choque encore certains, cela se conçoit. Près de 20 siècles d'histoire ont enfermé l'Occident dans une mentalité où l'appréhension des lois universelles et des réalités que celles-ci impliquent est totalement absente. Que le sang et le sperme aient été et soient malheureusement encore utilisés à des fins pernicieuses, sorcellerie, cela est la triste vérité. Il convient, cependant, de se demander pourquoi les sorciers ou magiciens noirs utilisent ces substances. Justement, parce qu'elles contiennent, sur le plan matériel, le reflet de l'akasha, énergie divine par excellence. C'est donc pour alimenter leur rite qu'ils ont si avidement recherché le sang et le sperme. Y engendre dans le corps, le fluide électrique et l'élément aqueux, le fluide magnétique. Chacun de ces fluides a 2 types de rayonnement ou de polarité, celle qui est active et une autre qui est passive. L'interaction de ces 4 polarités constitue un aimant quadripolaire identique au mystère du tétragramme, le yodé ou AED. Kabbaliste. Par conséquent, le fluide électromagnétique se manifeste dans le corps humain par le rayonnement que ce dernier émet, le magnétisme vital, l'audi. Le côté droit du corps du droitier est actif et électrique et le côté gauche passif et magnétique. Quant au gaucher, les polarités sont inversées. La force du rayonnement de ce fluide électromagnétique dépend du pouvoir des éléments constituant le corps, c'est-à-dire de l'intensité de leur action respective. Cette activité est saine et harmonieuse, plus le rayonnement est fort et pur. Par des exercices déterminés ainsi que par la connaissance de ses propres éléments, eu égard aux lois universelles, le pouvoir, la force et l'efficacité de l'action de ce fluide électromagnétique ou audi peuvent être augmentés ou diminués selon ce que l'on souhaite faire. Je décrirai de façon plus détaillée la méthode afférente dans la partie pratique de cet ouvrage. Bien que les fluides électriques et magnétiques du corps n'aient pas de similitude directe avec l'électricité et le magnétisme que nous connaissons, ils leur sont cependant analogues. Cette loi d'analogie est de grande importance dans la science hermétique. Et bien la connaître constitue une clé qui permet à l'initié d'accomplir de grands miracles. Par ailleurs, les éléments se retrouvent dans la nourriture. Par l'absorption de cette dernière, un processus chimique s'effectue grâce auquel le corps les conserve. Du point de vue médical, cette absorption, liée à la respiration, produit une combustion. Cependant, l'hermétisme voit dans celle-ci plus qu'une combinaison chimique, la dissolution des aliments est le combustible qui maintient allumé un feu en permanence. Point aussi, toute la vie dépend-elle de cet apport permanent de combustible, c'est-à-dire de la nourriture et de la respiration. Il est donc recommandé d'avoir une alimentation variée afin que chaque élément reçoive les substances nécessaires et essentielles à son entretien. Si nous étions réduits, durant toute la vie,
À nous contenter d'une nourriture incomplète et mal équilibrée, notre corps serait inévitablement atteint par la maladie et des troubles fonctionnels s'y manifesteraient. L'interaction de l'air et de la nourriture offre aux éléments les substances nécessaires à leur entretien de sorte que leur activité respective puisse continuer. Nous voici arrivés à la fin de cette capsule. Pour débuter l'année, nous avons voulu vous proposer une première capsule d'1 heure au lieu de 25 minutes. Vous venez de visionner la première partie. Rendez-vous dans 3 jours pour la partie bonus. Merci d'avoir suivi ce premier cours, nous espérons qu'il vous a ouvert quelques pistes de réflexion. Dans la deuxième partie, nous partons du côté de l'expérimentation. En attendant, n'hésitez pas à découvrir le chemin de la véritable initiation magique de Franz Bardon. Bonne semaine métaphysique et à bientôt.